La veille d'un voyage en famille, mon fils m'a annoncé qu'il n'y aurait pas de place pour moi. Il emmenait 42 personnes, incluant des employés de maison, des oncles éloignés et même le chien. Je n'ai rien dit, mais j'ai pris une décision, une résolution qui allait changer ma vie. J'ignorais alors qu'un appel désespéré de sa part me parviendrait 4 jours plus tard. Je m'appelle Jean, j'ai 63 ans. Pendant 50 ans, ma vie avait tourné autour d'une seule personne, mon fils, François. Depuis sa naissance, il avait été le soleil de mon univers, la raison de mes efforts et de mes sacrifices. Mais mardi dernier, en faisant la vaisselle après le petit déjeuner, quelque chose s'est brisé en moi. François était arrivé tôt ce matin-là, ce qui était inhabituel. À 38 ans, il me rendait rarement visite sans un motif précis. Le parfum du café et du produit vaisselle flottait. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre, projetant des motifs de lumière sur le carrelage immaculé. Il s'assit à la table en bois massif, usé par tant de repas, et commença à tambouriner des doigts pendant que j'essuyais les dernières tasses, le seul bruit audible. « Papa, il faut qu'on parle du voyage de cette année !» dit-il, les yeux baissés. Sa voix était étrangement neutre, presque forcée. Le voyage annuel à la maison de plage était une tradition familiale depuis 15 ans. Chaque été, toute la famille élargie se réunissait pendant une semaine dans cette propriété qui avait appartenu à mes parents. J'avais toujours été le coordinateur, organisant les menus, les serviettes et achetant les ingrédients pour les plats préférés de chacun. C'était ma joie, ma contribution à ce bonheur collectif. Bien sûr, mon amour, qu'est-ce que tu as besoin que je prépare cette fois-ci ? Demandai-je avec un sourire, anticipant ces moments précieux. François me regarda enfin. Ses yeux avaient une froideur, une distance que je n'avais jamais vue auparavant. « En fait, papa, cette année, ça va être différent. Nous avons décidé de louer un bus pour tout le monde. Ce sera plus amusant, comme une excursion de groupe. » Mon cœur se gonfla de joie. C'était une merveilleuse idée, une nouvelle façon de vivre la tradition. « Quelle bonne idée, mon fils! Quand partons-nous » ? Eh bien... François se racla la gorge, mal à l'aise. Le silence de la cuisine résonnait lourdement. C'est là le problème. Le bus a une capacité limitée. Et nous avons déjà confirmé 42 personnes. Il n'y a pas de place pour toi. Les mots mirent du temps à s'enregistrer, à percer ma compréhension. La tasse de porcelaine que j'essuyais m'échappa des mains. Elle s'écrasa sur le carrelage de la cuisine, se fragmentant comme mon cœur à cet instant précis. Le choc sonore fut assourdissant dans le calme du matin. « Je ne comprends pas, » murmurai-je, les yeux fixés sur les éclats à mes pieds. 42 personnes, mais pas de place pour moi. L'absurdité de la situation me coupa le souffle. François se leva rapidement, gêné, ses doigts cessant de tambouriner. « Écoute, papa, c'est juste que cette année, nous voulons que ce soit plus dynamique, avec des gens plus jeunes, plus d'énergie. Tu serais plus à l'aise ici à la maison. » Il évitait mon regard, ses yeux fuyant vers la fenêtre, vers la pelouse parfaitement entretenue. Je m'accroupis lentement pour ramasser les morceaux, cachant les larmes brûlantes et amères qui montaient. Chaque éclat tranchant reflétait ma douleur. « Qui va exactement, François ?» demandai-je, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts pour la calmer. Il sortit un papier comme s'il avait tout planifié. Évidemment, Béatrice et moi, mes cousins Robert et Marie avec leur famille, l'oncle Joachim, qu'on voit à peine une fois par an, les Ramirez du travail de Béatrice, que tu ne connais même pas, Sandra, l'employée de maison pour le ménage, Patricia la jardinière, quelques collègues de bureau, et puis Bruno aussi. « Bruno ?» demandai-je, toujours accroupi, mon esprit cherchant un sens à ce nom. « Le chien des Ramirez, tu sais, il fait partie de la famille. » Je restai paralysé. Un éclat de porcelaine s'enfonça dans mon doigt, inaperçu. Le chien de Jean que je ne connaissais pas avait une place, mais pas moi. Moi, l'homme qui avait organisé ces voyages pendant 15 ans, préparé d'innombrables repas, nettoyé le vomi des enfants, prêté de l'argent à François, veillé sur chacun. Je me souvenais de ces nuits blanches, de ces sacrifices silencieux, de la fierté de les voir heureux. Maintenant, j'étais moins important qu'un chien. « Papa, ne te mets pas dans cet état », soupira François avec impatience.
un son qui me transperça. « C'est juste une semaine. Tu as besoin de temps pour toi. Tu es toujours si occupé à prendre soin de nous. » Je me relevai lentement, sentant le poids de mes 63 ans et de toutes ces années de dévouement s'abattre sur moi. « Du temps pour moi, » répétai-je, l'amertume sur la langue. « Exactement. Tu pourras te détendre, regarder ces feuilletons que tu aimes tant, dormir tard. Ce sera comme des vacances pour toi aussi. » Je regardais mon fils, le centre de mon univers depuis sa naissance, et pour la première fois en des décennies, je le vis vraiment. Je vis comment il évitait mon regard, ses doigts tambourinants, sa montre vérifiée, comme si ma réaction n'était qu'un inconvénient. Je vis l'égoïsme brut et la lâcheté déguisée en bienveillance. « As-tu déjà dit à tout le monde que je ne venais pas ?» demandai-je d'une voix étonnamment calme. François hocha la tête. Béatrice a pensé que ce serait mieux ainsi pour éviter, tu sais, des situations inconfortables. Béatrice. Bien sûr, c'était l'idée de ma belle-fille. Depuis 8 ans, elle m'avait progressivement poussé vers les marges de la vie de mon fils, comme une ombre indésirable. Ses commentaires insidieux, ses suggestions anodines, tout avait érigé un mur invisible entre nous. D'abord, les dîners de famille migrèrent chez eux. Puis, les décisions importantes me furent annoncées après coup. Maintenant, je comprends. C'était tout ce que je pus murmurer, ma gorge serrée. François parut visiblement soulagé, un soupir à peine perceptible lui échappant. « Je savais que tu comprendrais, papa. Tu es le meilleur. » Il s'approcha, me posant un baiser rapide et fuyant sur la joue, un geste qui en disait long sur son désir d'éviter tout contact véritable. « Nous partons tôt demain matin. Tu ne nous verras probablement pas partir, » ajouta-t-il, déjà tourné vers la porte. Sans plus de cérémonie ni d'explication, il s'éclipsa. J'entendis le moteur de sa voiture démarrer dans l'allée, un rugissement lointain qui s'éloignait jusqu'à disparaître. Le silence retomba, lourd et oppressant, me laissant seul dans ma cuisine, les fragments de la tasse brisée à mes pieds. La lumière du jour déclinait, peignant les carreaux de faïence d'une teinte grisâtre, et le froid de la soirée commençait à s'infiltrer. Je restais là, figé, le temps s'étirant, mon esprit s'efforçant de digérer ce qui venait de se passer. Combien de minutes, d'heures peut-être, s'étaient écoulées? Pendant 50 ans, j'avais été un père célibataire. Quand François avait 6 mois, sa mère avait disparu un matin, sans un mot, sans un adieu. Je n'avais jamais eu de ses nouvelles. J'avais été père et mère, une double casquette que j'avais portée avec une fierté farouche et une détermination inébranlable. Je me souviens de la stupeur, puis de la rage froide qui m'avait étreint ce matin-là, en découvrant sa lettre sur l'oreiller vide. Mais il n'y avait eu que le temps d'agir. J'avais cumulé les emplois pour qu'il ne manque de rien. J'avais annulé des rendez-vous, repoussé des prétendantes, mis de côté mes propres rêves pour ses besoins. De nouvelles chaussures, des cours de sport, un ordinateur pour ses études, un prêt pour l'apport de sa maison. Pour ses diplômes, ses maladies nocturnes, ses devoirs, ses chagrins d'amour, j'avais toujours été là, toujours moi. Et maintenant, à 63 ans, je découvrais que tout ce sacrifice, tout cet amour inconditionnel, se résumait à ça. Pas de place pour moi dans le bus familial, mais une place pour le chien d'étranger. L'ironie était aussi cinglante qu'une gifle. Cette nuit-là, le sommeil me fut étranger. Je restais éveillé, le regard fixé sur le plafond sombre, revivant chaque instant, chaque décision. J'avais toujours fait passer les besoins de François avant les miens, justifiant son comportement. Mais ceci n'était pas de l'indépendance. C'était de la cruauté pure et simple, un rejet que je n'aurais jamais cru possible de la part de mon propre fils. L'amertume se mêlait au regret, une danse macabre dans le silence de la nuit. Le lendemain matin, à 6 heures précises, le rugissement lourd et profond d'un moteur de bus brisa le calme glacial de l'aube. Je me levai d'un bond, mon corps raide et engourdi par une nuit sans sommeil, et me précipitai à la fenêtre. Il était là, immense, un autocar de tourisme. L'air était vif, teinté du froid piquant du petit matin, et une légère brume s'accrochait aux arbres. Je vis François superviser le chargement des valises, ses gestes nerveux, son visage tendu. Béatrice dirigeait l'opération comme une commandante militaire, son écharpe de soie flottant au vent.
Puis, ils commencèrent à monter. Je les comptais, un par un, mes lèvres articulant silencieusement les chiffres. Jusqu'à 42. Je vis des visages familiers, des cousins lointains que je n'avais pas vus depuis des années, des amis de la famille, et d'autres que je n'avais jamais rencontrés. Je vis Sandra, mon ancienne employée de maison, monter à bord avec un sourire radieux. L'oncle Joachim, qui ne m'avait pas adressé la parole depuis 2 ans après une dispute houleuse, s'installa confortablement. Je vis les Ramirez, avec leur gros labrador Bruno, monter les marches. 42 personnes que François avait jugées plus importantes, plus nécessaires, plus précieuses que son propre père. François leva brièvement les yeux vers ma fenêtre, comme s'il sentait mon regard peser sur lui. Nos yeux se rencontrèrent une fraction de seconde. J'attendais un signe d'adieu, un geste de culpabilité, une dernière chance de réparer. Mais il détourna simplement le regard, sans émotion apparente, et monta dans le bus. Je les regardais partir, l'autocar bondé, s'éloignant avec ma famille vers la maison de plage de mes parents, celle que j'avais financée par des années d'économie et de sacrifices pour nos retrouvailles estivales. Je me souvenais des rires d'enfants, des repas sur la terrasse, des promenades au bord de l'océan. Tout cela était devenu le décor de leur trahison. Quand le bus disparut, emportant une partie de ma vie, quelque chose en moi se brisa, puis se reconstruisit différemment. Au-delà de la douleur et de la tristesse qui déchiraient mon cœur, c'était l'éveil d'un homme qui, après avoir passé sa vie à satisfaire les besoins des autres, réalisait qu'il n'avait plus à le faire. Les 2 premiers jours après leur départ furent les plus silencieux de ma vie. Je n'avais jamais réalisé le bruit constant de mon téléphone. François pour ses clés, Béatrice pour ma soupe, les voisins pour leurs enfants, sachant que j'aimais être occupé. Maintenant, le silence était si dense que j'entendais le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge de cuisine de ma mère. Le son de mes propres pas résonnait, amplifié, dans la maison vide. Le premier jour, j'avais tenté de m'occuper. Nettoyer des pièces déjà impeccables, réorganiser des placards parfaits, tailler un jardin qui n'en avait pas besoin. Mais le 2e jour, réalisant que je n'avais rien d'urgent à faire, plus de crise familiale, ni de repas à préparer, je m'étais assis dans mon fauteuil. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais simplement existé. C'était terrifiant. Pendant 50 ans, mon identité avait été entièrement enveloppée dans mon rôle de père de François. Sans ce rôle, qui étais-je ? Jean, celui qui est toujours disponible. Jean, celui qui ne dit jamais non. Jean, celui qui résout tous les problèmes. Sans cette fonction, qui étais-je réellement ? Cette question résonnait dans le vide de la maison, une mélodie dissonante qui me glaçait le sang. Mon identité, tissée avec soin et sacrifice pendant des décennies, s'effilochait, me laissant nu et incertain. Le 3e jour, l'inertie menaçait de m'engloutir. Pour y échapper, je décidai d'organiser le grenier, une tâche repoussée depuis des mois, voire des années. Là-haut, des cartons de souvenirs, des reliques de décennies, toujours une excuse pour ne pas m'y confronter. François avait besoin d'aide, une urgence familiale, où j'étais trop épuisé après avoir pris soin de tous. L'odeur du temps long, mélange de poussière, de vieux papiers et de bois sec, m'accueillit alors que je montais lentement les escaliers grinçants. Mes genoux protestaient, rappel douloureux du temps et du poids des préoccupations. La lumière, filtrant à travers la petite lucarne encrassée, créait des raies dorées qui dansaient dans l'air épais de poussière, comme des spectres silencieux. Je m'assis sur le plancher usé et ouvris le premier carton. Des milliers de photographies. François bébé, à son premier jour d'école, à chaque anniversaire, chaque diplôme, chaque moment important de sa vie. Mon image, elle, était rare, toujours derrière l'objectif. Quand j'apparaissais, c'était en marge, souriant mais épuisé, les cernes profondes, souvenirs de nuits sans sommeil ou d'emplois cumulés. Je me souvenais de la fatigue, mais aussi de la joie pure de le voir grandir, insouciant. Sur l'une d'elles, François, environ 7 ans, posait fièrement à côté de son nouveau vélo. Je me rappelais avoir travaillé des heures supplémentaires pendant 3 mois pour lui offrir ce cadeau. La fierté silencieuse et la sueur sur mon front étaient encore vives. Il rayonnait, mais moi, j'étais absent du cadre, préférant immortaliser son bonheur.
Un pincement au cœur me rappela combien j'avais souvent sacrifié ma présence pour la sienne. Je fouillais parmi les souvenirs. Chaque cliché écho d'une vie dédiée, jusqu'à tomber sur une épaisse enveloppe Kraft. Mon nom, écrit de la main élégante et familière de mon défunt père, y figurait. Une vague de curiosité et d'appréhension me submergea. Je l'ouvris d'une main tremblante. À l'intérieur, des titres de propriété, contrats, relevés bancaires datant d'il y a 5 ans. Mon cœur s'accéléra. Mon père, décédé 6 ans plus tôt, m'avait laissé quelques petites propriétés. Un terrain, une maison louée, générant environ 200 € par mois. Un argent que je n'avais jamais vu. Ma respiration devint superficielle. Comment avais-je pu ignorer cela? La confusion se mua en une froide angoisse. Je cherchais fiévreusement d'autres papiers et trouvai une lettre d'avocat, adressée à François, datée d'il y a 4 ans. Je l'ouvris d'une main plus tremblante encore. L'avocat y expliquait que, suite à une réunion avec François, il procéderait au transfert de pouvoir pour que les revenus des propriétés de Jean Ruiz soient déposés sur le compte désigné par François, comme Jean l'aurait soi-disant demandé. Cependant, l'avocat insistait sur la nécessité d'une signature personnelle de mon père et mentionnait n'avoir reçu que des documents que François prétendait signer, exigeant une rencontre en personne pour la légalité du processus. Mes mains tremblèrent violemment, une rage froide et inattendue m'envahissant. Je lus la suite. 6 juin, les relevés de compte des 4 dernières années. Les revenus ont été constants, environ 200 € par mois. Nous espérons que ces fonds sont utilisés de manière appropriée pour le soin et le bien-être de votre père, comme il l'avait spécifié dans les documents que vous nous avez fournis. Le montant total me frappa, 7 600 €. Au cours des 4 dernières années, François avait reçu cette somme qui m'appartenait de droit. Assis sur le plancher poussiéreux du grenier, la preuve glaçante de la trahison de mon fils entre les mains, une vague de souvenirs amers me submergea. Ces 4 dernières années, j'avais connu tant de difficultés financières. Ma vieille voiture en panne, un traitement dentaire repoussé faute de moyens. Pire, quand François m'avait demandé de l'aide pour l'apport de sa nouvelle maison, j'avais vendu les précieux bijoux de ma propre mère pour lui donner 5 000 €. Pendant ce temps, il empochait mon argent chaque mois, sans un mot. Ma fouille des cartons, désormais mue par une détermination sombre, révéla d'autres lettres d'avocat. La dernière, datant d'il y a 2 ans, expliquait que, faute de ma signature, les dépôts avaient été suspendus et les fonds, soit environ 9 000 €, m'attendaient sur un compte de fiducie. François ne m'avait jamais rien dit de tout cela, ni de mon père, ni des propriétés, ni de cet argent. Chaque fois que j'avais eu besoin d'aide, il m'avait fait sentir comme un fardeau. L'amertume me poignait. Le téléphone sonna au rez-de-chaussée. Mon cœur sursauta un instant. Un vieux réflexe, mais l'anticipation habituelle fut balayée par une froide rage. Pour la première fois, je ne me précipitais pas. Je restais assis dans le grenier, tandis que le téléphone sonnait encore, puis s'arrêtait, puis reprenait, chaque vibration résonnant non plus comme un appel à l'aide, mais comme un rappel de l'urgence de François que je ne ressentais plus. Je descendis les escaliers. L'écran du téléphone affichait 6 appels manqués de François et 3 messages. « Papa, réponds. J'ai besoin de te parler d'urgence. » Pourquoi ne réponds-tu pas? Pour la première fois, je ne courus pas à son secours. Je me dirigeai vers la cuisine, mon esprit étonnamment calme, et me servis une tasse de café fumant. Le poids de la tasse chaude entre mes mains était une encre bienvenue. Pendant 4 ans, François avait intercepté mon argent, falsifié ma signature sur des documents légaux qui auraient dû garantir ma sécurité financière. Il m'avait menti sur les propriétés de mon père, alors même que je luttais financièrement, puisant dans mes maigres économies pour lui prêter l'argent de la vente des bijoux de ma mère. Je m'inquiétais constamment d'être un fardeau, tandis qu'il me disait, avec un soupir exaspéré, que les temps étaient durs quand j'osais demander un remboursement. Une amertume féreuse persistait sur ma langue. Le téléphone sonna de nouveau. Je décrochai. « Papa, Dieu merci !» La voix tendue de François résonnait. « J'essaie de te joindre depuis ce matin. » Je l'interrompis calmement. J'étais occupé. Mon calme m'étonnait moi-même. « Écoute, papa, j'ai un problème. Il y a des documents à signer concernant des propriétés que grand-père a laissées.
L'avocat dit qu'il a besoin de ta signature personnelle pour régler la paperasse. L'audace de ces paroles me coupa le souffle. Après m'avoir volé pendant 4 ans, il prétendait maintenant découvrir ses propriétés pour me faire signer des documents légalisant son vol. C'était une manœuvre grossière et insultante. « Quel genre de propriété ?» demandai-je, ma voix neutre, voulant voir jusqu'où il irait. « Je ne suis pas sûr des détails, papa. Tu sais, ces choses légales sont compliquées. Trop de jargon. Tu ne comprendrais pas. L'avocat a dit que si nous ne réglons pas ça bientôt, nous pourrions tout perdre. Peux-tu venir au bureau demain ? Je passerai te prendre. » Je pris une profonde inspiration. « Je passerai te prendre, François, » dis-je lentement. « Tu es en train de dire que tu viens juste d'apprendre l'existence de ces propriétés ?» Il y eut une longue pause. J'imaginais son front plissé, cherchant un subterfuge. « Oui, papa. L'avocat m'a appelé ce matin. Apparemment, il essaie de nous contacter depuis des années. »« Des années ?» répétai-je. Cette partie, au moins, était vraie. « Et tu n'as jamais reçu de lettre de sa part ? Tu n'as jamais rien su des revenus locatifs de ses propriétés ?» Une autre longue pause. « Non, papa. Pourquoi tu demandes ça ?» Sa voix était défensive, presque irritée. Je fermai les yeux et sentis une fureur froide et limpide me parcourir. Ce n'était pas la rage explosive de ma jeunesse, mais quelque chose de bien plus dangereux. La fureur calculée de quelqu'un qui avait enfin ouvert les yeux, patienté trop longtemps. Une force tranquille et implacable venait de naître en moi. « Juste par curiosité, » répondis-je, ma voix dénuée d'émotion. « Nous en parlerons à ton retour de voyage. »« Mais, papa, c'est urgent !» Je raccrochai. Mon fils, le centre de mon univers, venait de tenter de m'escroquer ouvertement, certain de ma naïveté. Une image de lui enfant, les yeux brillants d'innocence, rendit la trahison encore plus amère. Je restai assis dans la cuisine. Pour la première fois de ma vie, je commençais à planifier comment reprendre ma vie en main, sans penser au bien-être de ma famille. Le jeudi matin, je me réveillais avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. La lumière du soleil et le chant des oiseaux prenaient une nouvelle dimension. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me levais pas en pensant à François ou à une urgence familiale, mais à moi. Après un simple petit déjeuner, je composai le numéro du cabinet d'avocat dont le nom figurait sur les lettres trouvées dans le grenier. La secrétaire m'informa que Maître Morales pourrait me recevoir l'après-midi même. C'était un petit pas, mais il résonnait comme un acte de rébellion, l'affirmation de ma volonté. « Monsieur Ruiz », me salua Maître Morales en se levant. Son cabinet dégageait une atmosphère sérieuse, entre le cuir et le papier ancien. J'attendais cette rencontre depuis des années. L'homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, affichait un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Maître, je dois comprendre ce qui s'est passé avec l'héritage de mon père, » dis-je, ma voix ferme malgré une légère appréhension. Il s'installa dans son fauteuil en cuir et ouvrit un épais dossier à mon nom. « Votre père, paix à son âme, vous a légué 2 propriétés. Une petite maison de ville, rue Morelos, louée à des enseignants depuis 8 ans, et un terrain commercial en périphérie, générant également des revenus locatifs. Les revenus combinés, très stables, s'élèvent à environ 1 200 € par mois. À son décès, il y a 6 ans, ces revenus auraient dû vous être transférés directement. »« Mais je n'ai jamais rien reçu, » objectai-je, l'émotion affleurant. « Exactement, » confirma l'avocat, le regard grave. « Il y a 4 ans, votre fils, François, nous a approchés avec des documents prétendument signés par vous. Ces papiers lui donnaient pouvoir légal de gérer vos affaires financières et de percevoir les revenus en votre nom. » Maître Morales me tendit une copie. Mon regard se posa sur ma signature. Elle ressemblait à la mienne, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas elle. La petite fioriture, ce trait élégant que j'avais appris enfant et jamais modifié, était absente. Un détail infime, mais un gouffre pour moi. Une froide certitude m'envahit. J'ai insisté pour vous rencontrer personnellement, afin de vérifier ces documents, poursuivit l'avocat, brisant le silence pesant. Mais votre fils trouvait toujours des excuses. Maladie, voyage, emploi du temps chargé. Pendant 2 ans, j'ai accepté ces prétextes et déposé les fonds sur le compte qu'il avait désigné. Mon estomac se noua.
2 ans de mensonges. De quelle somme parle-t-on pour ces 2 années? Demandai-je, ma voix à peine audible. Environ 28 800 €, répondit maître Morales, la somme résonnant lourdement. 28 800 €. Le chiffre me martelait l'esprit. Pendant ce temps, je vendais les derniers bijoux de mon défunt père, des pièces chargées de souvenirs, pour aider François avec l'apport de sa maison. La honte et une rage froide m'envahirent. Mais il y a 2 ans, reprit l'avocat, son regard perçant le mien, j'ai refusé de continuer sans votre vérification personnelle. Depuis lors, l'argent s'est accumulé sur un compte séquestre. Avec les intérêts, il y a actuellement environ 31 400 € qui vous attendent. J'eus le souffle coupé. 31 400 €. Une fortune insoupçonnée, une bouée de sauvetage dont j'avais cruellement besoin, mise en sécurité par la prudence d'un homme que je venais de rencontrer. « Et François savait cela » demandai-je, la voix étranglée. « Bien sûr qu'il le savait » affirma maître Morales. « Je lui ai envoyé de multiples courriers, à votre adresse et à la sienne, expliquant la situation. En fait, il m'a appelé plusieurs fois, de plus en plus insistant, exigeant que je débloque les fonds. » L'avocat se pencha en avant, son expression grave. « Monsieur Ruiz, je dois vous poser la question directement. Avez-vous autorisé votre fils à gérer ces fonds ?»« Non, » répondis-je, ma voix désormais ferme, empreinte d'une résolution nouvelle. « Je n'ai jamais signé aucun document. Je n'ai jamais su que ces propriétés existaient avant-hier. » Il hocha la tête. Le silence s'épaissit. « Nous avons un problème sérieux. Ce que votre fils a fait constitue une falsification de documents et un détournement de fonds. Ce sont des délits graves. » Je quittai le cabinet de l'avocat, les documents brûlant mes mains. Une nouvelle compréhension de qui était réellement mon fils s'ancrait en moi. Il ne m'avait pas seulement volé pendant des années. Il avait falsifié ma signature et menti à un professionnel du droit avec une audace et une froideur que je n'aurais jamais cru possible. Mon monde s'était effondré, révélant un gouffre. Cette nuit-là, ma table de cuisine, d'ordinaire si chaleureuse, était un champ de bataille de papier. Contrat, relevé, lettre de l'avocat. Chaque document était une preuve de trahison. Alors que je repassais les chiffres en boucle, mon téléphone sonna, rompant le silence. François. Encore. Papa, as-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé hier? Nous devons régler cette affaire légale. Sa voix, d'ordinaire enjôleuse, trahissait une impatience mal dissimulée. La froideur de ma voix me surprit. Oui, François, je me suis réuni avec maître Morales cet après-midi. Un silence absolu s'ensuivit. Je pouvais presque entendre son cœur battre, sa respiration courte. Tu as parlé à Morales? Sa voix était différente, moins assurée, un chuchotement. Oui, il m'a tout expliqué sur les propriétés de mon père, sur les revenus que tu as perçus pendant 4 ans et sur les 31 400 € qui m'attendent sur un compte séquestre. Une autre longue pause, si lourde qu'elle aspirait l'air. Quand François parla de nouveau, son ton avait complètement changé. Ce n'était plus le fils demandant une faveur, mais l'homme prit la main dans le sac. « Papa, je peux t'expliquer tout ce qui s'est passé ?»« Ce qui s'est passé, l'interrompis-je, une vague de colère montant en moi. C'est que tu as falsifié ma signature, volé mon argent et que tu m'as menti pendant des années. »« Ce n'est pas du vol !» explosa-t-il, un souffle rauque. « Je suis ton fils. Tout ce que tu as me reviendra de toute façon. Je ne faisais que gérer l'argent pour toi. » Ma voix monta d'un cran, la fureur remplaçant la douleur. Gérer l'argent pour moi? François, pendant ces 4 années, j'ai lutté économiquement. J'ai vendu les bijoux de ma grand-mère pour te prêter de l'argent pour ta maison, reporter des traitements médicaux. Et tu étais en train de gérer mon argent? Papa, tu ne comprends rien aux finances. Je l'ai investi, je l'ai fait fructifier. Dans quoi l'as-tu investi, François? Le silence répondit. Dans quoi l'as-tu investi? Répétai-je avec une force accrue. Eh bien, certains investissements n'ont pas tourné comme je l'espérais. Je fermai les yeux, consumé par un mélange de douleur brûlante et de rage froide. Tu l'as perdu, n'est-ce pas? Tu as perdu mon argent. Pas tout, dit-il rapidement, sa voix trahissant une panique grandissante. J'ai encore quelques milliers, et si tu me donnes accès au compte séquestre, je peux tout récupérer.
J'ai une opportunité d'investissement sûre qui... Je raccrochais, le son sec du combiné claquant dans le silence. Je restais assis à ma table, entouré des documents prouvant sa trahison. Pour la première fois, j'en compris l'ampleur. Pas seulement l'argent, même si la douleur était atroce. J'avais perdu 4 années de sécurité financière, la tranquillité d'esprit pour mes vieux jours, la dignité de ne pas avoir à emprunter pour des urgences médicales. Mais plus que tout, l'illusion que mon fils m'aimait. Une partie de mon âme s'était brisée. Le téléphone sonna de nouveau. François. Encore. Je ne répondis pas. Il insista, sonnant avec une frénétique persistance. Puis les messages textes commencèrent à affluer, illuminant l'écran. François m'envoya une série de messages, tentant de minimiser l'affaire, puis de me menacer des conséquences si j'impliquais des avocats. J'eus un rire amer et rauque. Le lendemain, un vendredi, tandis que François profitait toujours de ma maison de plage avec sa nombreuse compagnie, je pris la décision difficile mais nécessaire de placer mes propres besoins en premier. Je retournai chez Maître Morales. Dans son bureau à l'atmosphère sérieuse, je signai les documents pour reprendre le contrôle de mes propriétés et de mes fonds. Chaque coup de stylo était un acte de reprise. Je lui demandai aussi d'enquêter sur la possibilité de récupérer l'argent que François m'avait soustrait illégalement. « Monsieur Ruiz, me dit l'avocat, vous avez le droit de porter plainte au pénal contre votre fils. Ce qu'il a fait est une falsification de documents au premier degré. » Je marquai une pause. Une part de moi, pleine de colère et d'un sentiment d'injustice, voulait qu'il fasse face aux conséquences. Mais la part du père en moi, se souvenant de ses premiers pas et des nuits sans sommeil, hésitait. C'était le dilemme éternel des parents. « Laissez-moi y réfléchir », lui dis-je d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Pour l'instant, je veux juste récupérer mon argent et m'assurer qu'il ne puisse plus jamais faire cela. » L'avocat hocha lentement la tête avec une compréhension profonde. « Je comprends, monsieur Ruiz. Mais quelqu'un capable de voler son propre père et de mentir avec une telle élaborée ne s'arrêtera pas là. Il tentera de vous manipuler d'autres manières. » Ces mots résonnèrent en moi comme un avertissement prophétique. Ils s'avérèrent exacts, plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Ce même après-midi, en organisant les documents que l'avocat m'avait remis sur ma table de cuisine, je trouvai quelque chose qui me fit stopper net. Parmi les dossiers, il y avait la copie d'une demande de prêt que François avait soumise 6 mois auparavant. 50 000 €, utilisant ma maison comme garantie. Ma maison. 30 ans de vie, de souvenirs, de travail acharné. La seule chose de valeur que je possédais. La demande portait ma signature falsifiée, la même audace que j'avais déjà vue. Mais ce qui m'horrifia, ce fut la date. La demande datait d'il y a 6 mois, et une note de la banque indiquait qu'ils attendaient des documents supplémentaires. François n'avait pas seulement volé mon argent, il tentait d'utiliser ma maison pour obtenir une somme qu'il ne pourrait jamais rembourser. Si ce prêt était approuvé et qu'il ne parvenait pas à payer, ce qui était presque une certitude après mes 28 800 € dilapidés, la banque pourrait saisir ma maison. Mon cœur rata un battement, puis se mit à tambouriner violemment dans ma poitrine. L'air me manqua. En un instant, je compris le véritable motif de François. Il ne cherchait pas seulement à légaliser ses vols passés, mais à me faire signer des documents qui lui permettraient d'utiliser ma maison comme garantie pour ses dettes. Je m'assis, accablé par la révélation. Il essayait de me voler ma maison, de me laisser sans rien. Le plus effrayant, c'est qu'il aurait probablement réussi si je n'avais pas été exclu de ce voyage. Si j'étais resté le père obéissant et confiant, j'aurais signé n'importe quel document sans le lire. Ma confiance aveugle en mon enfant était telle. En m'excluant de ses vacances, François m'avait, par inadvertance, offert le temps de découvrir la vérité. Sa cruauté fut ma salvation, une ironie amère. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, je dormis profondément. Non par paix, mais parce que je savais enfin à qui j'avais affaire. Une certitude froide remplaçait l'angoisse. Il était grand temps que mon fils apprenne, lui aussi, à qui il avait affaire. Le samedi matin, 4 jours après mon exclusion des vacances, mon téléphone sonna à 6 heures. Le nom sur l'écran me fit sourire d'une satisfaction froide, inédite. François.
Je le laissai sonner 5 fois avant de décrocher. « Papa ?» Sa voix sonnait désespérée, presque frénétique. « Dieu merci, tu réponds. J'ai une urgence. »« Une urgence ?» demandai-je calmement, versant mon café. « Quel genre d'urgence ?»« C'est compliqué, » marmonna-t-il. « Il faut que tu viennes à la banque lundi matin. Il y a des papiers à signer d'urgence, sinon, on va tout perdre. C'est trop compliqué à expliquer par téléphone. » Je m'assis à ma table de cuisine, les documents de l'avocat étalés devant moi, y compris la copie de la demande de prêt frauduleuse pour ma maison. Mon regard balaya ces preuves de sa duplicité. « Est-ce que ça a quelque chose à voir avec un prêt de 50 000 euros ?» demandai-je d'une voix douce, presque inoffensive. Le silence fut si long que je crus qu'il avait raccroché. J'entendis juste un léger souffle. « Papa, je suis là, François. Je t'ai demandé si ton urgence avait quelque chose à voir avec un prêt de 50 000 euros que tu as demandé en utilisant ma maison comme garantie. » J'entendis sa respiration saccadée. Quand il parla enfin, sa voix trahissait un homme pris au piège. « Comment as-tu su ça? Comment as-tu su ça? Comment j'ai su ça ?» répétai-je, ma voix devenant plus froide. « François, c'est une question intéressante, venant de quelqu'un qui a falsifié ma signature sur des documents légaux. »« Papa, écoute-moi. » Je ne l'interrompis pas. Le café froid dans ma tasse laissait un goût amer, mais rien n'était plus amer que les mots qui me montaient aux lèvres. « C'est à toi de m'écouter, François. Pendant 4 longues années, tu m'as volé. Tu as falsifié ma signature à de multiples reprises. Tu as menti à des avocats, à des banques et à moi-même. Et maintenant, je découvre que tu as tenté d'utiliser ma maison, mon foyer de 30 ans, rempli de souvenirs, comme garantie pour un prêt que tu n'aurais jamais pu rembourser. »« Ce n'est pas comme ça !» cria-t-il, sa voix déformée par le combiné. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Tu es un homme âgé, papa. Tu ne comprends rien aux finances compliquées. » « Me protéger ?» Ma voix monta, lourde de fureur. « François, pendant que tu étais si occupé à me protéger, je vendais les bijoux de ma mère, des héritages, pour te prêter 5 000 euros pour l'acompte de ta maison. Pendant que tu me protégeais, j'ai reporté des traitements médicaux essentiels parce que je ne pouvais pas me les payer. Où était ma protection à ce moment-là, François ? » « C'est différent, » rétorqua-t-il, un souffle court. « Cet argent, j'en avais besoin pour des investissements importants. »« Des investissements ?» répétai-je avec sarcasme. « Des investissements comme ceux qui t'ont fait perdre mes 28 800 euros ?» Un autre silence s'installa, plus pesant. Quand François reprit la parole, son ton avait complètement changé, devenant calculé, presque mielleux. « Écoute, papa, si tu viens à la banque lundi matin et que tu signes les documents, on peut obtenir le prêt. Je pourrai honorer mes engagements et te rembourserai tout ce que je te dois, avec les intérêts, bien sûr. » Son audace me laissa sans voix. Mes doigts se crispèrent autour du combiné. Ma gorge se serra. « François ?» dis-je finalement d'une voix à peine un murmure. « Es-tu en train de me demander de signer des documents pour que tu puisses me voler encore plus d'argent ? Ce n'est pas du vol. Je suis ton fils. Tout ce que tu as va m'appartenir. De toute façon, tout ce que j'ai va être à toi. Tout ce que j'ai va être à moi, répétai-je. François, tu es en train de me dire que tu considères déjà que tout mon argent, ma maison, mes biens, t'appartiennent. Eh bien, techniquement, quand tu mourras, je raccrochai. Le clic du combiné fut un soulagement. Je restai assis à la table de la cuisine, tremblant. Non de peur ni de tristesse, mais d'une fureur pure et primaire qui me submergea. Pendant 50 ans, j'avais élevé cet homme. Je lui avais tout donné. Mon temps, mon énergie, mon argent, mes rêves. J'avais tant sacrifié pour lui et sa sœur. Et lui, il me voyait comme une simple étape avant l'héritage, une ressource à exploiter. Le téléphone sonna de nouveau immédiatement. Je l'ignorais. Il sonna toutes les quelques minutes pendant l'heure suivante, une intrusion stridente. Finalement, je me levai, traversai la cuisine et débranchai le téléphone du mur. Le silence qui suivit fut un baume apaisant. Ce samedi-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Je me suis entièrement concentré sur moi-même. J'ai passé la journée dans mon bureau, porte fermée,
le silence brisé seulement par le froissement du papier. J'ai examiné méticuleusement tous mes documents financiers, propriétés et comptes bancaires, dressant une liste exhaustive de tout ce que je possédais et devais. Le soleil déclinait lentement, tandis que je compilais mes chiffres, une tasse de thé à la main. Ce que je découvris me surprit. Sans les urgences et les prêts non remboursés de François, ni les dépenses pour ses projets ratés, j'étais dans une position financière bien meilleure que je ne l'avais imaginé. Avec les revenus des propriétés de mon père, mes économies personnelles et l'argent que je récupérerais du fonds fiduciaire, j'avais suffisamment pour vivre confortablement le reste de ma vie. Pas riche, mais confortable et indépendant. Une douce vague de satisfaction et de liberté m'envahit, nouvelle et enivrante. Le dimanche matin, après un petit déjeuner paisible, je rebranchai le téléphone. Il sonna immédiatement, comme s'il n'attendait que ça. La sonnerie, autrefois agaçante, me parut maintenant un signe de ma nouvelle force. « Papa, j'essaie de t'appeler depuis 24 heures. Où étais-tu passé ?» Sa voix mêlait panique et reproche. « Chez moi, » répondis-je calmement, d'une voix plate et dépourvue d'émotion. « Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone ? Parce que je n'avais pas envie de te parler ?» François resta silencieux un instant, décontenancé par ma réponse. L'air se tendit de nouveau. « Papa, il y a eu un malentendu. On réglera ça quand je reviendrai. Promets-moi de ne rien faire de drastique avant qu'on ne se parle. »« Comme quoi ?» demandai-je, le piégeant. « Parler à des avocats ? Changer de compte ?» François craignait que je reprenne le contrôle de mes finances. « François, dis-je avec une autorité nouvelle, j'ai 63 ans. Je n'ai pas besoin de ta permission pour gérer mon argent. Mais papa, sans moi, tu pourrais faire des erreurs coûteuses. » L'ironie était saisissante. L'homme qui m'avait fait perdre 88 800 € me mettait en garde contre des erreurs. « Des erreurs comme faire confiance à mon fils ?» demandai-je, le coupant. « Ce n'est pas juste !» s'exclama-t-il, la voix montant. « Tu sais ce qui n'est pas juste, François ?» Ma voix s'éleva, libérée. « Pendant 4 ans, chaque fois que tu feignais de te soucier de mes finances, ou jouais le fils compréhensif face à mes difficultés, tu savais exactement pourquoi j'étais en difficulté économique. Parce que tu me volais. Je ne te volais pas, j'investissais ton argent. Et où est cet argent maintenant, François ? » Un lourd silence s'installa. « Où sont les 28 800 € que tu as investis ? » J'ai eu quelques pertes, mais... Combien reste-t-il ? L'interrompis-je, impitoyable. Eh bien, les investissements mettent parfois du temps. Combien d'argent me reste-t-il, François ? Après une longue pause, j'entendis sa respiration saccadée. Puis, un murmure. Environ 4 000 €. 4 000 €. Sur 28 800 €, il ne restait que 4 000. Tu as perdu 24 800 € de mon argent, dis-je avec un calme que je ne ressentais pas. Mais je peux le récupérer, papa. C'est pour ça que j'ai besoin du prêt. J'ai une opportunité d'investissement garantie que... François, l'interrompis-je, ma voix traversant le fil comme une lame de glace. Je raccroche et je ne répondrai pas quand tu rappelleras. Papa, attends, s'écria-t-il, sa voix paniquée, dépouillée de son arrogance. Quand tu reviendras de tes vacances, viens chez moi. Nous avons beaucoup à nous dire. Je ne lui laissai pas le temps d'ajouter un mot. Je raccrochai, le son sec de l'appareil dans ma cuisine, et débranchai immédiatement le téléphone. Le silence qui suivit fut à la fois pesant et libérateur. Ce geste définitif, un pont brûlé, me laissa tremblant de l'audace d'avoir agi. Cet après-midi-là, je fis enfin une chose que j'avais repoussée pendant des années, dissuadée par François. J'appelai ma sœur Hélène. Elle vivait dans un autre département et nous avions perdu le contact. François m'avait convaincu qu'elle était une mauvaise influence, toujours à poser des questions inopportunes sur son comportement, des questions qui me semblaient aujourd'hui étrangement prophétiques. La sonnerie me parut interminable, ravivant le regret d'une décennie de silence. « Jean ?» Hélène sonna surprise, un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Ça va ? Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. »« Ça va ?» lui dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru, malgré mon cœur battant. « En fait,
Je vais mieux que depuis des années, mais j'ai quelque chose d'important à te raconter. » C'était un euphémisme. J'étais au bord du gouffre, mais aussi, pour la première fois, au bord d'une forme de vérité. Je lui racontais tout, sans rien omettre. L'exclusion humiliante du voyage familial, la découverte du vol, les documents falsifiés, la demande de prêt utilisant ma maison comme garantie. Ma voix tremblait parfois, chargée d'une colère froide et d'une honte à peine contenue. Mais je continuais, comme si je vidais un sac de pierres accumulées pendant des années. Hélène m'écouta en silence, le souffle retenu, n'interrompant qu'occasionnellement pour des précisions, sa voix grave et pleine de compassion. Quand j'eus terminé, une longue pause s'installa, un silence si lourd qu'il semblait remplir la pièce. « Jean, » dit Hélène d'une voix douce mais significative. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a 8 ans, au mariage de François ?» Je m'en souvenais, douloureusement. Hélène m'avait pris à part ce jour-là, au mariage de François, pour me dire que quelque chose dans sa façon de me parler la mettait mal à l'aise. J'avais défendu François avec la fureur aveugle d'un père, persuadé de l'amour inconditionnel de mon fils. Maintenant, la vérité m'apparaissait, brutale. « Oui, » admis-je en soupirant. « Je t'avais dit que François te voyait comme son plan de retraite, pas comme son père, » reprit Hélène. Ces mots, bien que lointains, étaient dévastateurs. Ces mots me blessèrent profondément, car je savais maintenant qu'ils étaient la pure vérité. « Hélène, » murmurai-je, « j'ai besoin d'aide. Je ne sais plus comment être le père de quelqu'un qui ne me voit que comme une source de revenus. »« Jean, » répondit Hélène, d'une voix douce mais ferme, « il est peut-être temps que tu cesses d'être son père de la manière habituelle. Il est temps que tu sois simplement un homme qui se respecte. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, je m'endormis sans l'anxiété habituelle. Le poids familier s'était dissipé, remplacé par un calme étrange. Je ne me souciais plus de ce dont François aurait besoin. Au lieu de cela, je me demandais ce dont moi j'avais besoin. La réponse fut limpide, me protéger de mon propre fils. Pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à le faire. Le lundi matin, une semaine après mon exclusion du voyage familial, j'étais assis dans ma cuisine, buvant mon café. Une tension sourde persistait, palpable. J'entendis la voiture de François s'engager dans l'allée. Il était revenu de vacances un jour plus tôt que prévu. Je ne courus pas à la fenêtre, ni ne me précipitai pour lui préparer son petit déjeuner préféré. Je restai assis, tous les documents de l'avocat étalés sur la table. C'était une mise en scène froide de la vérité. François ne frappa pas. Il utilisa sa clé, entrant avec l'assurance d'un propriétaire. « Papa, je suis de retour !» cria-t-il de l'entrée, sa voix forcée, artificiellement joyeuse, résonnant dans le hall. « Où es-tu ?»« Dans la cuisine, » répondis-je, ma voix plate. Je l'entendis traverser la maison. Quand il entra dans la cuisine, il s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant à la vue des papiers étalés sur la table. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il, bien que son ton trahisse qu'il le savait déjà. L'insouciance s'était muée en appréhension. « Des documents ?» répondis-je en buvant une gorgée de café. « Des documents légaux qui montrent exactement ce que tu m'as fait pendant des années. » François s'approcha de la table, ses yeux balayant les papiers. Son visage pâlit lorsqu'il reconnut les lettres de l'avocat, les copies des documents falsifiés, la demande de prêt utilisant ma maison comme garantie. Son souffle s'accéléra. « Papa, puis-je expliquer tout cela ?» plaida-t-il d'une voix tremblante. « Vas-y, » dis-je en désignant la chaise en face de moi. « Explique-moi comment, pendant 4 ans, tu as intercepté l'argent qui m'appartenait légalement. » François s'assit lourdement, l'air dépassé, son assurance envolée, remplacée par la détresse d'un homme pris en flagrant délit. « Écoute, papa, » commença-t-il, tentant de se calmer. « Après le décès de grand-père et la succession des propriétés, je savais que tu ne saisirais pas les aspects légaux. J'ai cru qu'il serait plus simple que je gère tout. » « Plus simple pour qui ?» le coupai-je. « Pour nous deux, » ajouta-t-il, les yeux fuyants. « Pour toi, te déchargeant des détails compliqués, et moi, m'assurant de la bonne utilisation de l'argent. » Je soulevai une des lettres de l'avocat. « François, cette lettre indique que Maître Morales a insisté pour me rencontrer personnellement pendant des années. Pourquoi ne m'as-tu jamais informé de ces tentatives ?
François évita mon regard. Parce que je savais que tu serais confus avec tout le jargon légal, je pouvais tout gérer plus efficacement. Il marqua une pause, puis enchaîna rapidement. Et les signatures falsifiées? Eh bien, tu me demandais souvent de signer des documents pour toi quand tu étais pressé. J'ai cru que c'était pareil. François, dis-je lentement, je ne t'ai jamais demandé de signer en mon nom des documents légaux. C'est de la falsification, un délit. Il se redressa sur sa chaise. Son arrogance réapparut. Un délit? Je suis ton fils. Tout ce que j'ai fait, c'était pour t'aider. Sa voix s'éleva, mêlant colère et désespoir. Qualifierais-tu de crime la tentative d'un fils de protéger son père? Me protéger, m'écriai-je. François, pendant que tu étais censé me protéger, j'ai lutté financièrement. Te souviens-tu quand ma voiture est tombée en panne il y a 2 ans et que j'ai dû emprunter? Quand j'ai reporté ma chirurgie dentaire faute de moyens? Quand j'ai vendu les bijoux de ma mère pour te prêter 5 000 $? Pourtant, alors que je vendais les bijoux de ta grand-mère, tu avais accès à 28 800 $ de mon argent. Est-ce cela me protéger? François se leva brusquement, arpentant la cuisine. Parce que j'investissais ton argent, je cherchais à le faire fructifier. Je ne pouvais pas te parler de chaque investissement. Tu te serais inquiété inutilement. Et comment se sont avérés ces placements? Il s'arrêta, me tournant le dos. Je le pressai. François, qu'en est-il des investissements faits avec mon argent? Certains n'ont pas donné les résultats escomptés, murmura-t-il. De 28 800 $. Combien reste-t-il? Je te l'ai déjà dit, environ 4 000. Tu as donc perdu 24 800 $ de mon argent dans des placements pour lesquels tu ne m'as jamais consulté. Il se retourna vers moi et, pour la première fois, je décelai dans ses yeux un pur mépris. Oui, j'ai perdu de l'argent. Et alors? Les vrais investisseurs prennent des risques. On ne peut pas gagner si l'on n'est pas prêt à perdre. Mais tu ne comprendrais jamais ça, toi qui n'as fait que des petits boulots et vécu dans la peur. Ces mots me giflèrent. Je restai immobile, à digérer ces paroles. Des petits boulots, répétai-je lentement. Papa, je ne voulais pas dire... François, ces petits boulots t'ont élevé. Ils t'ont donné à manger, des vêtements, une éducation. Ils t'ont acheté ton premier ordinateur, payé tes cours de football, couvert tes frais d'université. Oui, je sais, et je suis reconnaissant. Reconnaissant? Je me levai. Reconnaissant? François, si tu étais reconnaissant, tu n'aurais pas falsifié ma signature pour voler mon argent. Ce n'est pas du vol. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la gestion financière. De la gestion financière sans ma connaissance ou mon consentement. François resta silencieux, respirant lourdement. Je pris un autre document sur la table. Explique-moi ça. Cette demande de prêt de 50 000 $ en utilisant ma maison comme garantie. Est-ce aussi de la gestion financière? François pâlit. Tu allais utiliser ma maison, la maison où j'ai vécu pendant 30 ans, comme garantie pour un prêt que tu n'aurais jamais pu rembourser. Papa, ce n'est pas ce que ça paraît. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une opportunité d'investissement. Si ça avait marché, j'aurais pu rembourser le prêt et te donner des bénéfices. Et si ça n'avait pas marché? Nous aurions trouvé un autre moyen de rembourser. François, si tu ne peux pas rembourser un prêt garanti par ma maison, la banque la prendra. Tu comprends ça? Oui, mais ça ne serait pas arrivé. Pourquoi? Parce que tes investissements sont aussi réussis que celui qui a fait perdre 24 800 $ de mon argent. François s'assit lourdement, la tête entre les mains. Papa, j'ai des problèmes. Je dois de l'argent à des gens. J'ai besoin de ce prêt. Quel genre de problème, François? Des problèmes de jeu, murmura-t-il, sans lever la tête. Le choc fut brutal. Des problèmes de jeu. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. J'ai juste quelques dettes que je dois régler rapidement. Combien dois-tu? Environ 45 000 $. 45 000 $. Mon fils avait perdu la majeure partie de mon argent en pariant et il voulait maintenant utiliser ma maison comme garantie pour un prêt qu'il destinerait à d'autres paris. D'un calme que je ne me connaissais pas, je lui demandai « François, tu as utilisé mon argent, les 28 800 $ des biens de mon père, pour parier ?» Après un silence, il cria,
levant la tête. Oui, j'ai parié ton argent, mais c'était pour gagner plus pour nous deux. J'avais un système, des relations, je savais comment gagner. Je m'assis lentement, mon monde s'effondrant. Pendant des années, j'avais toujours défendu François, trouvé des excuses à son caractère, mais cela n'en avait aucune. Finalement, je lui dis, François, je veux que tu quittes ma maison. Quoi? Prends tes affaires et sors de ma maison maintenant. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Je suis ton fils. Oui, dis-je en me levant. Tu es mon fils, et pendant 50 ans, je t'ai tout donné. Mon temps, mon énergie, mon argent, mon amour, mes rêves. Et toi, tu as tout utilisé pour parier, mentir et voler. Ce n'est pas du vol. François, c'est du vol, du mensonge et de la trahison. Il s'approcha de moi, un désespoir fugace dans ses yeux. Papa, si tu m'aides encore une fois, je promets que tout changera. Je te rembourserai chaque centime. Avec quel argent, François? Demandai-je, ma voix étrangement calme alors que mon monde s'écroulait. L'écho de mes mots résonnait dans le salon, théâtre de tant de ces crises. Tu n'as pas de travail stable, tu as 45 000 euros de dette et tu viens d'admettre des problèmes de jeu. C'était un disque rayé, une mélodie 100 fois entendue. Mais j'ai un plan, répliqua-t-il, un éclair d'espoir factice dans ses yeux, comme un joueur misant son dernier jeton. Son plan exigeait que je mette en jeu ma maison, ma seule sécurité, le dernier vestige de ma vie d'avant. Cette maison, construite brique par brique avec Hélène, où nous avions élevé François, une forteresse de souvenirs et d'efforts qu'il voulait jeter à son addiction. Mais, papa, sans ton aide, je ne sais pas ce que je vais faire. Ces mots d'enfant perdu, qu'il maîtrisait si bien, avaient toujours été ma faiblesse. Pendant un demi-siècle, il m'avait fait plier, me faisant courir à son secours. Mais pas cette fois. Pour la première fois, ces mots ne m'incitèrent pas à l'action. Je ne ressentis aucune urgence à résoudre ses problèmes, à le sortir de ce pétrin qu'il avait lui-même créé. Une indifférence totale montait en moi face à sa crise auto-infligée. Le lourd manteau de responsabilité, porté toute ma vie, venait de glisser de mes épaules, me laissant étrangement léger. François, dis-je en marchant résolument vers la porte d'entrée, le plancher craquant sous mes pas. Tes problèmes ne sont plus mes problèmes. Chaque mot marquait notre séparation. J'ouvris grand la porte, sentant l'air frais du soir. Sors de ma maison et ne reviens pas avant d'avoir les 4 000 euros qui restent de mon argent. Papa, commença-t-il, la voix brisée, mais je coupai court. Sors, François. Je le regardais s'éloigner, son pas lourd et hésitant, le dos voûté par la défaite. Il se retourna plusieurs fois, s'attendant à ce que je change d'avis, que je redevienne le père qui cédait toujours. Mais je restais là, immobile, une statue de pierre, jusqu'à ce que sa voiture disparaisse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je fermai la porte, tirai le loquet et, pour la première fois en 63 ans, je me sentis complètement libre. Une liberté vertigineuse, presque effrayante, mais réelle. 6 mois après avoir fermé cette porte à François, j'étais assis sur la terrasse de mon nouvel appartement, savourant le silence et la vue. Le soleil couchait sur la ville, peignant le ciel d'orange et de violet, tandis que je sirotais mon thé à la camomille. L'appartement n'était pas grand, loin de l'ancienne demeure, mais il était à moi, chaque recoin reflétant mes choix, ma paix. Les premiers jours après le départ de François furent les plus difficiles. Non par manque de lui, mais par l'ampleur du silence. Pendant 50 ans, mon téléphone avait sonné sans relâche, rythmé par ses crises, ses besoins. Soudain, plus rien. Au début, ce silence m'avait terrifié. Je me réveillais, perdu, ne sachant que faire. Qui étais-je sans être le père qui résout les problèmes? Que faisait un homme de 63 ans qui avait passé sa vie à prendre soin des autres? L'écho des souvenirs, les rires d'Hélène, les premières fois de François, semblaient vides sans la cacophonie de ses drames. Mais progressivement, ce silence s'était transformé en une paix profonde, une mélodie de liberté retrouvée. La première semaine, François m'appela 17 fois. Mon téléphone vibrait sans que je ne réponde. Puis vinrent les messages, de plus en plus désespérés, des tentatives de manipulation évidentes.
Papa, il faut qu'on parle. Papa, les gens à qui je dois de l'argent n'ont pas de patience. Papa, j'ai juste besoin que tu écoutes mon nouveau plan. Et enfin, le coup de grâce. Papa, si tu ne m'aides pas, il pourrait me faire du mal. Ce message faillit me faire craquer. Mon cœur se serra, la vieille angoisse paternelle refaisant surface. Mais je revis le visage d'Helena, ma sœur, et sa voix ferme résonna. Jean, les accros au jeu ont toujours une nouvelle crise, un nouveau plan, et sont toujours en danger de mort s'ils ne reçoivent pas d'argent immédiatement. C'est leur modus operandi. Ces paroles furent une encre, me retenant de replonger dans l'abîme. Après les messages, François se présenta ensuite à ma porte, insistant, brisant la fragile sérénité que j'avais bâtie. Parfois, il apportait des fleurs, un geste dérisoire. D'autres fois, il venait avec Béatrice, sa femme, qui d'une voix doucereuse tentait de me convaincre qu'il avait appris sa leçon et méritait une dernière chance. Ses yeux froids, trahissant pourtant une autre intention. Je n'ouvrais jamais. Je restais derrière, écoutant le timbre strident, le silence qui suivait, puis le bruit de leurs pas s'éloignant, un soupir de soulagement m'échappant. La 3e semaine, François arriva avec des renforts. Son oncle Joachim, le même qui m'avait si commodément oublié pour le dernier voyage familial. L'ironie était amère. Depuis ma fenêtre, j'entendis l'oncle Joachim crier d'une voix rauque et autoritaire « Jean, ouvre la porte! La famille a besoin de te parler !» Puis, s'adressant aux voisins curieux, il déforma l'histoire. François est un bon garçon. Son père se laisse influencer par des avocats qui ne veulent que son argent. Cette version déformée se répandit vite. Je devins le père cruel qui abandonnait son fils, un monstre d'ingratitude. Certaines voisines cessèrent de me saluer, d'autres me regardaient avec pitié. Seule Helena et maître Morales connaissaient la vérité. « Jean, » me dit Helena lors d'un appel nocturne, sa voix apaisante, « c'est une campagne de diffamation, typique des manipulateurs qui perdent le contrôle. Tiens bon. » 1 mois après ma confrontation avec François, je pris une décision que j'avais longtemps évitée. Je vendis la maison. Trop grande pour un homme seul, elle était imprégnée de souvenirs, de fantômes d'années de sacrifices non reconnus. Les rires d'Hélène, les bruits de l'enfance de François, mes nuits d'inquiétude. Quand maître Morales m'apprit que François avait tenté d'utiliser la maison comme garantie à mon insu, j'ai compris qu'il m'était impossible de m'y sentir en sécurité. C'était une violation intolérable. La vente fut rapide. L'argent, combiné au fonds de la fiducie et aux revenus des propriétés de mon père, me permit d'acheter un appartement plus petit et confortable et de vivre sans souci financier pour le reste de ma vie. Une liberté nouvelle s'ouvrait devant moi, une page blanche. François apprit la vente en trouvant les nouveaux propriétaires en plein déménagement. Selon les voisins, il fit une scène publique, s'effondrant dans la rue. Il hurla que je n'avais pas le droit de vendre son héritage sans le consulter, menaça de me poursuivre et jura de me faire payer pour avoir détruit la famille. Les nouveaux propriétaires, choqués et dépassés, durent appeler la police. Ce soir-là, François m'appela pour la dernière fois. « Papa !» Sa voix brisée résonna. La ligne crépitait, amplifiant le silence lourd. « Tu as vendu la maison. » J'étais assis dans mon fauteuil préféré, désormais dans mon nouveau salon, plus petit, mais étrangement plus accueillant. Dehors, la lumière du crépuscule filtrait, et le parfum du dîner que j'avais préparé flottait encore. « Oui », répondis-je simplement, ma voix étonnamment calme, résonnant dans la pièce. « Cette maison devait être la mienne un jour. » Son indignation était palpable. « Non, François, » dis-je, une force nouvelle et inattendue m'animant. « Cette maison était la mienne. Je l'ai payée avec mon travail pendant 30 ans. Elle n'a jamais été la tienne. Mais je suis ton unique fils. Tout ce que tu possèdes devrait être à moi. Pourquoi ? » La question le prit au dépourvu. J'entendis sa respiration saccadée. « Comment ça ? Pourquoi ? Parce que je suis ton fils. Pendant 50 ans, je t'ai tout donné. Mon temps, mon énergie, mon amour. Et tu as utilisé cet amour pour me voler, me mentir, tenter de me priver de mon foyer. Pourquoi penses-tu mériter quoi que ce soit de ma part ? Parce que je suis ta famille. Non,
Le mot sortit, tranchant. La famille ne vole pas, ne ment pas, n'essaie pas de te laisser sans toi. Tu n'es pas ma famille, François. Tu es un étranger qui se trouve être mon fils. Papa, tu ne peux pas dire ça! Sa voix se brisa de panique. Oui, je peux, et je le dis. Je raccrochai, le son du téléphone marquant un point final. Le lendemain, je changeai mon numéro. Une ancre était coupée, me laissant dériver vers des eaux inconnues, mais plus claires. Les mois suivants furent une reconstruction de mon être. Mon nouvel appartement, plus petit mais lumineux, au 3e étage d'un immeuble haussmannien, donnait sur un petit parc. Je le décorais avec des choses qui me plaisaient, choisies pour leur beauté ou leur confort, non pour leur valeur sentimentale ou leur histoire poussiéreuse. Adieu les meubles sombres hérités, adieu les bibelots jamais aimés. Je m'offris une toile abstraite aux couleurs vives, un fauteuil moelleux pour la lecture et des étagères pleines de livres. Je m'inscrivis à des cours d'aquarelle, un rêve que je n'avais jamais eu le temps de réaliser, pris par les obligations familiales. Tenir le pinceau, mélanger les pigments, voir la couleur se répandre sur le papier, c'était une méditation, une évasion où seule l'interaction entre lumière et ombre comptait. Je m'étonnais de la finesse de mes traits, de ma capacité à capturer l'essence. Je rejoignis aussi un groupe de lecture à la bibliothèque. Pour la première fois depuis des décennies, je me fis de nouvelles amies, des femmes de mon âge. Elles me connaissaient comme Jean, un homme curieux et passionné, non comme le père de François et ses soucis. Nous parlions de livres, de voyages, de recettes, de nos vies et de nos espoirs, sans jugement. C'était une liberté enivrante. Hélène, ma cousine, venait me rendre visite une fois par mois. Nos conversations n'étaient plus monopolisées par François. Autour d'un café ou d'un verre de vin, nous discutions de l'actualité, de films, des plaisirs simples de la vie. Je sentais un échange véritable, une réciprocité qui nourrissait mon âme. Pendant ces 6 mois, François tenta de me contacter via d'autres membres de la famille. Ses cousins m'écrivaient des lettres de reproches voilées, me suppliant de pardonner. L'oncle Joachim, mon beau-frère, apparut même devant mon nouvel appartement. Son visage, marqué par la désapprobation, se raidit. Il exigea que j'agisse comme un père chrétien. Je lui répondis avec calme que François savait où me trouver s'il avait les 4 000 € qu'il m'avait volés. Joachim partit sans un mot. François ne ramena jamais l'argent. Voici une version adaptée de l'extrait, avec quelques ajustements stylistiques pour affiner la fluidité et l'expression, tout en conservant scrupuleusement le sens et l'émotion du texte original. À travers des connaissances communes, des bribes de conversations entendues au marché ou des rumeurs chuchotées lors de rencontres fortuites, j'appris que François avait perdu sa maison, que Béatrice l'avait quitté, exaspérée par ses dettes et son comportement. Il vivait chez différents amis, changeant d'adresse au gré des opportunités, toujours avec la sempiternelle histoire sur la façon dont son père cruel l'avait abandonné, le laissant sans ressources. Étrangement, je ne ressentis aucune satisfaction à entendre ces nouvelles. Pas de triomphe, pas de vengeance. Mais pas de tristesse non plus. Je ne ressentis rien du tout. Un vide, une absence totale d'émotion, comme si un interrupteur s'était éteint définitivement en moi. La semaine dernière, alors que je flânais au marché du samedi, parmi les étals colorés de fruits et légumes frais, les odeurs mêlées de fromage, de fleurs et de pain chaud, je vis une jeune femme accompagnée d'un enfant en bas âge. Le petit, distrait par une pyramide de pommes, trébucha et tomba lourdement, éclatant en sanglots. La mère se pencha immédiatement, son visage empreint d'une tendresse infinie, et le consola avec des mots doux, le serrant contre elle. C'était la même tendresse, la même chaleur protectrice que j'avais ressentie pour François lorsqu'il était petit. Pendant un bref instant, je fus saisi d'une lancinante douleur, une pointe de perte. Non pas pour l'homme que François était devenu, mais pour l'enfant qu'il avait été autrefois. Je me revis, il y a des décennies, dans sa chambre faiblement éclairée, le berçant après un cauchemar, sentant ses petits bras serrer mon cou avec force. Je me souvins des dessins maladroits qu'il m'apportait de l'école, des petits mots griffonnés où il me disait que j'étais le meilleur papa du monde. Ce garçon, si innocent, si dépendant, qui me regardait avec une admiration sans borne. Mais cet enfant avait grandi et s'était transformé en un homme qui ne me voyait que comme une source de revenus,
une ressource à exploiter. J'avais dû choisir entre continuer à être sa victime, à me laisser vider de ma substance, ou commencer à être ma propre personne. J'avais choisi d'être ma propre personne. Ce matin, alors que je prenais mon petit déjeuner dans ma petite cuisine ensoleillée, un café noir et une tartine de confiture maison, je pensais à l'homme que j'étais il y a 6 mois. Cet homme qui vivait pour les besoins des autres, qui n'avait jamais appris à poser de limites, qui confondait le sacrifice constant avec l'amour. Cet homme aurait trouvé le moyen de justifier le comportement de François. Il aurait vendu son appartement pour payer ses dettes de jeu, aurait passé le reste de sa vie à travailler pour entretenir un fils qui le méprisait. Mais cet homme, cette version de moi-même, était mort le jour où François m'avait exclu des vacances familiales. À sa place naquit un homme nouveau, un homme qui savait que l'amour véritable incluait le respect, l'honnêteté et la réciprocité. Un homme qui comprenait qu'il fallait parfois protéger sa propre paix intérieure en éloignant les personnes les plus toxiques de sa vie, même si ces personnes étaient aussi ses propres enfants. Maintenant, à 64 ans, je suis en train d'apprendre qui je suis quand je ne prends soin de personne d'autre que de moi-même. Je découvre que j'aime le jardinage. J'ai quelques jardinières sur mon balcon, avec des herbes aromatiques et des géraniums. Je découvre que je suis doué pour la peinture, que j'apprécie la solitude, non pas comme une punition, mais comme un espace de réflexion et de sérénité. J'apprends que je peux être généreux sans être exploité, que je peux être affectueux sans être manipulé. Et j'apprends que la liberté la plus douce est la liberté des attentes des personnes qui ne vous ont jamais vraiment valorisé. Certaines personnes me demandent si François me manque, si je regrette mes décisions. La réponse est non. Je ne regrette pas d'avoir échappé à l'anxiété constante de me demander quelle nouvelle crise je devrais résoudre aujourd'hui. Je ne regrette pas de ne plus marcher sur des œufs, essayant désespérément de ne pas provoquer sa colère quand je ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Ce qui me manque, c'est l'illusion que j'avais une famille qui m'aimait inconditionnellement. Mais les illusions, aussi belles soient-elles, ne peuvent pas soutenir une vie entière. La réalité est bien meilleure que l'illusion. La réalité est que je suis un homme accompli par moi-même. Je compris enfin ma valeur, au-delà de ce que je pouvais donner, exigeant respect et honnêteté dans chaque relation. Longtemps, j'avais confondu mon être avec mes fonctions, ma capacité à réparer ou à soutenir. François m'avait enseigné cette leçon, d'une douleur déchirante que je portais encore, mais qui s'avérait la plus précieuse de ma vie. Alors que le soleil déclinait, baignant mon salon d'une douce lumière ambrée, je levai ma tasse de thé fumant. L'arôme apaisant de verveine, une nouvelle habitude, emplissait l'air. C'était un toast silencieux à l'homme que j'avais été, aveuglé par le devoir, et à celui que j'étais devenu, plus fort, plus éclairé. Pour la première fois en 64 ans, je me sentais exactement là où je devais être, seul avec moi-même, en paix et totalement libre.